Aujourd'hui, on va parler d'une phrase forte, provocatrice et surtout révélatrice de notre époque. Alain Bauer, criminologue et analyste politique reconnu, affirme que Donald Trump menace de faire exploser la classe politique française. Une déclaration qui peut surprendre. Comment un ancien président américain pourrait-il influencer, voire déstabiliser, la politique française? Derrière cette formule choc se cache une analyse beaucoup plus profonde sur la crise des élites, le rejet du système traditionnel et la montée des politiques de rupture. C'est exactement ce que nous allons décortiquer ensemble. Pour Alain Bauer, Trump n'est pas seulement un homme politique américain, c'est un modèle politique disruptif. Son style brutal, direct, anti-élite et anti-système a bouleversé les règles du jeu démocratique classique. Il ne respecte ni les codes diplomatiques, ni les discours feutrés, ni les compromis traditionnels. Selon Bauer, ce modèle agit comme un miroir brutal pour la classe politique française. Il révèle ses faiblesses. Alain Bauer est mon invité. Il est professeur émérite de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Et évidemment, c'est une des voix les plus entendues. Et votre nouveau livre, Alain Bauer, n'y déroge pas. Ça s'appelle Trump, le pouvoir des mots. Décryptage d'une redoutable mécanique de persuasion de masse. C'est publié chez First Edition. Minneapolis. De quoi c'est le nom, au fond? Est-ce que c'est ça, la politique de Trump aujourd'hui, qui peut faire craindre, y compris en Occident, un nouvel ordre du monde? Alors d'abord, il ne faut pas tout mélanger. Chez Donald Trump, il y a une logique, une cohérence et une rationalité qui dépassent largement ces provocations, ces digressions, qui ne sont pas toujours des divagations. Le problème que nous avons avec Donald Trump, c'est que nous sommes purement réactifs et assez peu analytiques, que nous imaginons que l'émotion peut remplacer la réflexion et que l'agitation remplace l'action. Donc nous sommes toujours perturbés par Donald Trump sans jamais réfléchir à la rationalité, à la logique et à l'intérêt de ce qu'il fait. Minneapolis est l'élément structurant clandestine et il est, dans l'opinion aujourd'hui encore, majoritaire sur la lutte contre l'immigration clandestine. Là où il est devenu minoritaire, c'est sur les modalités d'action, car on est passé d'arrestations arbitraires, d'arrestations familiales, de mise en cause d'enfants, mais d'immigrés clandestins, et le clandestin était plus important que le reste, au tir dont un certain nombre ont tué une demi-douzaine de ces clandestins eux-mêmes, supposément criminels. C'est l'argument qu'il a donné, car l'immigration clandestine était d'abord la lutte contre des criminels clandestins qui étaient auteurs de viols, d'assassinats, etc. aux États-Unis. Il a transformé ça en lutte contre tous les immigrés clandestins. Or, ils sont le moteur de l'économie et de la démographie américaine. Et là, les 2 morts qui ont eu lieu dans le Minnesota, État où déjà est mort George Floyd il y a quelques années, ce qui avait provoqué une vague d'indignation, d'émotion et de rébellion des populations Black Lives Matter, plutôt des populations afro-américaines. Là, ce sont 2 blancs qui ne sont des citoyens américains, dont aucun n'était ni agressif ni violent, dont l'un était armé, mais pas à main armée. Il avait une arme, comme à peu près tout le monde au Minnesota, il faut connaître cet État. Et donc, il s'est produit un événement qui est le retournement de l'opinion publique. On voit les manifestations là. Des hommes latinos et afro-américains qui ont voté pour lui plus que d'habitude contre Kamala Harris, la candidate démocrate, et là qui sont en train de revenir dans l'opposition aux méthodes de Donald Trump, alors même que pour l'instant, sa politique reste approuvée sur la lutte contre l'immigration clandestine. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse de ce qui se passe aux États-Unis et qu'il faut arrêter de projeter nos indignations européennes ou françaises sur la réalité de la manière dont votent et dont peuvent voter les Américains. Oui, ça veut dire que les Américains aujourd'hui sont toujours derrière Trump? À 42%, oui, c'est 3% de plus que la première année de son premier mandat. En 2017, il faisait 39, là il fait 42, donc c'est pas pire qu'avant. C'est en train de le devenir puisqu'il y a eu des mid-terms. Les mid-terms, c'est les élections au bout de 2 ans. Mais en fait, tous les ans, en novembre, il y a des élections un peu partout aux États-Unis. Aux élections de novembre dernier, que personne n'a vraiment analysé parce que les Français, et notamment les médiatico-politiques, ne travaillent pas ou peu, les Républicains ont pris la plus grande raclée de leur histoire, perdant y compris des sièges qu'ils n'avaient pas perdus depuis 1800. Donc il s'est produit quelque chose dans l'opinion publique. Une partie des électeurs républicains modérés n'allant pas voter, une partie des électeurs démocrates revenant aux urnes, et donc il y a eu un basculement assez important pour que le président Trump décide de modifier la carte électorale dans un certain nombre d'États qui lui sont très favorables, afin de ne pas perdre trop de sièges
aux élections. Comme il est en train de comprendre qu'il risque d'en perdre beaucoup plus que prévu, y compris au Sénat, qu'il risque d'avoir une défaite majeure à la Cour suprême sur la question des tarifs douaniers dans les jours qui viennent, il se prépare à une confrontation majeure, c'est-à-dire à une provocation suffisante pour aller jusqu'à l'insurrection. En fait, il va jusqu'au bout à la fois de la transformation de la réalité sur ce qui s'est passé dans le Minnesota et de l'hyperbolation, c'est ce que j'explique dans le livre. Oui. Je raconte d'où vient Donald Trump. Il a été façonné et créé par un avocat qui s'appelle Roy Cohn, qui est l'avocat du McCarthyisme. Si vous regardez les vieux films sur la période McCarthyiste, vous voyez un jeune homme derrière le sénateur McCarthy, c'est Roy Cohn. Roy Cohn était l'avocat du père de Donald Trump, Fred, et c'est l'avocat de Donald Trump. Et il lui a fixé une règle assez simple que je vais me permettre de vous citer. Je prends mes lunettes parce qu'avec mon grand âge, c'est extrêmement important. Page 19. 1. Ne jamais s'excuser ni admettre ses erreurs. 2. Attaquer systématiquement pour ne jamais être sur la défensive. 3. Utiliser les médias comme une arme. Non seulement les médias, mais la loi aussi, j'y reviendrai. 4. Cultiver un réseau de relations influentes. 5. Ne jamais reconnaître sa défaite et toujours se présenter comme victorieux. Oui. Depuis 40 ans, 1987, le moment où Donald Trump achète au prix d'or $100 000 une page de publicité dans le New York Times, il dit et annonce la même chose. Nous ne l'écoutons pas, nous ne l'entendons pas, mais il le pratique. Et donc, ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est exactement la même chose. J'ai raison, c'est moi qui fixe la réalité. La vérité, c'est moi qui la donne. Tout le reste est un mensonge et tout est hyperbolique, tout est énorme, tout est gigantesque, tout est catastrophique ou tout est merveilleux, tout est grand, tout est beau, surtout lui. Et donc, ce processus-là est celui qui est en train de submerger la réalité alternative, puisque Trump a considéré que la vérité n'existe plus. Il y a sa vérité et les mensonges des autres. Oui, mais ça c'est aux États-Unis, mais vu d'Europe, je vous montre, regardez le titre du Figaro, la tornade Trump percute le jeu politique français. Ça c'est vrai sur un électeur américain, à votre avis? Non, mais est-ce que ça percute aussi le jeu politique français, la tornade Trump? Ça percute la vision que nous avons de Donald Trump, ça percute ceux qui se sont alignés sur Donald Trump, pensant qu'il représentait quelque chose, y compris dans des pays européens où il est fortement écouté, admiré et parfois même copié. La Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, un peu l'Italie, même si Mme Meloni est plutôt à droite, on va dire en gros. Beaucoup plus nationaliste. C'est particulier. Les concepts sont difficilement applicables de manière aussi brutale. Mais vous savez, M. Fico, il se considère comme de gauche en Slovaquie. Donc, il faut faire attention. Il est au parti dit. Mais en France, par contre, Trump, c'est l'épouvantail de la classe politique et la classe médiatique aussi. Oui, il y a beaucoup de gens qui la meurent. Vous avez aujourd'hui à l'Académie des sciences morales et politiques Peter Thiel, l'homme de la techno-apocalypse, qui est l'un des penseurs structurants de la réalité politique de Donald Trump. Ce que j'explique dans le livre, c'est justement qu'au-delà de sa provocation, il y a une colonne vertébrale idéologique, structurelle, rationnelle. Ce qu'on n'a pas vu au début. Ce qu'on ne veut pas voir, parce qu'on n'agit que dans la provocation. Mais quand sa main gauche nous provoque, sa main droite nous pique le portefeuille. Donc la rationalité de Trump nous a échappé, et à force d'être uniquement dans la réaction à la provocation, nous ne nous rendons pas compte de ce qu'il est en train de réaliser, parfois de réussir, parfois de rater, avec des opérations successives, des animations permanentes. Si vous êtes aux États-Unis, j'y étais il y a 15 jours, vous n'avez pas Donald Trump qui fait une conférence de presse par semaine comme nous le vivons ici. La conférence de presse est permanente. Fox News ou CNN, à droite comme à gauche, si vous la voulez comme ça, suivent Trump en permanence. S'il n'est pas à la Maison-Blanche, il est sur sa golfette. S'il n'est pas sur sa golfette, il est dans l'avion. S'il n'est pas dans l'avion, il donne une interview privée. Et vous avez deux Trump. Un Trump bizarre. Dans la vie privée, c'est pas pareil, vous dites. Alors, dans le privé, il est considéré comme sympathique, aimable, empathique et plutôt drôle, avec un anglais extrêmement châtié. Et d'ailleurs, je le mets à la fin, je mets des exemples des deux Trump. L'exemple du Trump sophistiqué, qui existait avant Roy Cohn, et l'exemple de l'après Roy Cohn, qui est de dire attention, si tu veux gagner ce public-là, de cette Amérique entre la Floride et la Californie, cette Amérique qui ne veut pas mourir, mais qui est brute de décoffrage, alors il faut leur parler comme eux. Il faut être dans cette logique d'affirmation brutale, définitive. Et donc, vous avez deux Trump, et au moment, la seule et unique fois où il y a eu les deux Trump, jusqu'à présent, c'était au discours de l'Assemblée générale des Nations unies, que je remets complètement en français. Vous avez les deux Trump en millefeuille. Vous avez 2 pages de Trump bizarres, 2 pages de Trump je sais où je vais, puis 2 pages de Trump sur l'escalator est en panne, puis 2 pages de Trump voilà le nouvel ordre mondial, puis 2 pages de Trump sur le prompteur est en panne, puis et ainsi de suite. Et là, vous avez eu un mélange de deux Trump, un peu ce que vous avez vu à Davos
Alors le discours est postérieur au livre, hein, ça sera peut-être pour la prochaine édition, mais c'est très intéressant de voir ça. Et nous ne voyons qu'un seul Trump. Il nous fascine, il nous répugne, il nous provoque, et du coup nous avons oublié de penser et de rationaliser le Trump et de comprendre que les seuls qui résistent à Trump sont ceux qui lui résistent, pas ceux qui se couchent devant lui. Donc vous diriez qu'Emmanuel Macron a eu raison dans cette attitude, oui. Parce qu'au fond, il s'est moqué d'Emmanuel Macron avec ses lunettes de soleil, etc. Oui, alors, ça, c'est du Trump. Oui. Mais au fond, de dire l'Amérique aujourd'hui, c'est presque notre ennemi de demain, est-ce que ça, c'est une réalité? Emmanuel Macron, comme d'autres, a mis beaucoup de temps à comprendre le Trump, mais il l'a compris. Donc c'est moi qui n'en dis pas toujours beaucoup de bien, y compris chez vous, je dois dire que c'est plutôt satisfaisant. Et d'ailleurs, la démonstration a été faite. Plus il attaque Emmanuel Macron, plus c'est bon signe. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est quand il dit c'est mon ami et je l'aime bien, c'est plutôt mauvais signe. Même s'il s'en moque 30 secondes plus tard. Parce qu'il n'a pas vraiment d'amis, Donald Trump. Plutôt, il a des amis dans le privé, mais tous les adversaires, tous les opposants, tous les concurrents sont des ennemis. Non, mais il répète sans arrêt qu'Emmanuel, c'est mon ami, je l'aime bien, mais il n'est plus là pour longtemps. Mais c'est vrai. Il n'est plus là pour longtemps, il ne compte pas, il ne compte plus. Dans la tête de Donald Trump, s'il voit Emmanuel Macron en privé, ça va très bien se passer. Et en public, ça va très mal se passer. Parce que, grosso modo, le seul qui a vraiment résisté à Donald Trump, c'était Lula au Brésil. Et donc, depuis qu'il a fermé Elon Musk et Starlink pendant un mois, eh bien, tout le monde a compris que Lula était en capacité de résister à Donald Trump en utilisant les moyens de Donald Trump, c'est-à-dire le business. Tu fermes le business, ça ne marche plus. Ils ont compris tout d'un coup dans l'affaire du Groenland, même si en fait Donald Trump a gagné, mais il avait déjà gagné avant. À cause du traité de 1951, qu'évidemment personne n'avait lu. C'est évident, alors il avait déjà gagné avant. Non, il a gagné, mais il n'a pas humilié. Il a raté la phase d'humiliation où tout le monde se composait comme des carpettes. Enfin, il a menacé de droit de douane Emmanuel Macron. Oui, il a ça dit n'a pas marché. 200% et puis il va signer. Oui, mais ça n'a pas marché. Donc il s'est produit quelque chose dans le niveau d'élévation de la résistance potentielle. On l'a vu d'ailleurs, il vient de s'excuser pour les horreurs qu'il a racontées sur les soldats britanniques en Afghanistan, expliquant qu'ils n'avaient rien foutu et qu'ils n'étaient pas là. Bon, 500 morts plus tard, et une réaction du roi d'Angleterre lui-même lui disant « là, tu exagères un peu », il y a eu un rétropédalage. Il ne répond qu'à un niveau au moins égal, et à ce moment-là, il respecte son adversaire. Il ne l'aime pas plus, mais il le respecte. Mais il ne considère pas Emmanuel Macron à son niveau, vraiment? Non, parce que pendant longtemps, Emmanuel Macron, comme tous les autres, ont essayé d'être gentils avec Donald Trump. Et c'est l'erreur. Il ne faut pas être gentil avec Donald Trump. Il faut être au niveau. On n'est pas obligé d'être grossier, entendons-nous bien. Mais il faut être au niveau de « non, ça ne va pas le faire » et « non, ça ne va pas marcher » et « non, je ne t'appelle pas papy ou daddy » comme l'a fait par exemple le secrétaire général de l'OTAN pendant une période. Tout ça ne fonctionne pas. Il se moquait de lui, il lui a enlevé ses poussières sur sa veste, c'était beaucoup d'humiliation. Beaucoup d'humiliation, mais ceux qui subissent l'humiliation sont condamnés à être des esclaves. Le général de Gaulle, en 1958, écrit une lettre au président Eisenhower, c'est pas rien, et au Premier ministre Macmillan. Il leur parle de l'OTAN, enfin de l'Alliance Atlantique. Il leur dit, écoutez les gars, bon ça va, ça fait 15 ans, la guerre est finie. Il y a deux options désormais. Une alliance atlantique de vassaux, c'est celle que vous voulez, et une alliance atlantique de partenaires, c'est celle que je veux. Vous choisissez. Dans la première, je ne serai pas. Dans la seconde, nous avons beaucoup à faire. Personne ne suit le général de Gaulle. Il quitte donc le commandement intégré de l'Alliance Atlantique et crée les conditions d'une France souveraine, indépendante et disposant d'un arsenal nucléaire, grâce à Pierre Mendès France, il faut le souligner, en 1954. Socialiste. C'est lui qui signe, radical de gauche. Radical, mais plutôt de gauche, qui signe le document lançant le programme nucléaire français que le général de Gaulle appliquera avec détermination depuis, sous-marins, lanceurs, avions. Et donc, la réalité, c'est que les Américains, comme toujours, respectent les puissants et pas les faibles. Et la difficulté que nous avons eue, c'est que nous nous sommes mis pieds et poings liés, toute l'Europe, sauf la France, dans les mains des Américains. Et tous ceux qui sont dans cette situation-là aujourd'hui, en achetant des F-35, en étant dominés, en n'ayant pas de capacité, par exemple, vous allez au Canada, si vous voulez téléphoner au Canada, vous faites le 1. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la souveraineté téléphonique. Même ça, ils l'ont concédé. Le NORAD gère la protection aérienne du Canada et des États-Unis, mais pas le Canada lui-même. Il n'est pas indépendant, souverain sur son propre espace aérien. Pour prendre des exemples, le Groenland, les États-Unis y sont depuis 1941, renforcés en 1951, confirmés en 2004. Ils y ont tous les droits, sauf la propriété. Qu'est-ce qu'ils veulent? L'extraterritorialité de leur prochaine base pour contrôler au moment de la fonte des glaces, la fonte de la banquise, qui est une réalité physique. Hein. Tous les négationnistes du sujet vont rencontrer la réalité prochainement. Ils veulent contrôler la route
qui permet aux Chinois et aux Russes de contourner les obstacles naturels et de gagner des milliers de kilomètres, notamment pour le transfert à la fois des bâtiments militaires, mais aussi du transit, du commerce civil, notamment du pétrole ou du gaz, par exemple. Donc, et les terres rares. Tous ces éléments-là, ils sont ceux que tout d'un coup redécouvrent ébahis tous ceux qui n'ont pas compris le général de Gaulle en 58. Oui, ça veut dire qu'au fond, il gagne. Vous l'avez dit. Oui, il gagne. Il a gagné le Venezuela, il a montré ses muscles. Il n'a pas montré ses muscles. Il a réglé un problème en achetant la vice-présidente pour remplacer le président. Oui, mais le régime n'a pas changé. Oui. Vous avez pu constater. Oui, mais il a montré au monde qu'on pouvait enlever un président, un despote, l'embarquer et qui va finir sa vie en prison aux États-Unis. Personne ne regrettera M. Maduro. C'était une sidération mondiale. Mais de la même manière, personne ne regrettera l'ayatollah Khamenei. Mais par contre, il y a personne. Vous pensez qu'il peut faire pareil avec l'ayatollah Khamenei ? Oui, mais il n'y a personne pour le remplacer. Il manque le remplaçant. Alors, il n'y a pas une remplaçante, semble-t-il. En Iran, ils ne sont pas tout à fait prêts. Mais il manque le remplaçant. C'est-à-dire que Trump choisit un peu les chefs d'État, peut-être demain en Iran. Il est un peu obligé, parce que bombarder l'Iran sans changer le régime, ça ne sert à rien. En plus, bombarder l'Iran après 30 000 morts, semble-t-il, ou 40 000, enfin, on ne sait pas encore. De la répression organisée par les mollahs. Oui, et des gardiens de la Révolution et des Bassidji. Il y a un sujet, c'est qui est le remplaçant éventuel l'ayatollah Khamenei, sachant que lui-même essaye d'y caser son fils ou quelqu'un d'autre, et que le dauphin qu'il avait choisi est mort dans un accident d'hélicoptère. Donc il y a une difficulté. Les Israéliens eux-mêmes sont les mieux informés sur l'Iran, lui disent « Pardon, mais on n'a personne ». Donc on n'a personne est un sujet, parce que l'Iran ne peut pas s'effondrer. Ni les Chinois, ni les Russes, ni les Américains ne veulent le chaos et le désordre. Ils veulent un remplacement propre et bien organisé. Donc, pourquoi le président Trump ne veut pas adouber le successeur du Shah, le fils, parce qu'il n'est pas assez fort. Pourquoi il n'a pas adoubé Mme Machado, même s'il lui a offert son prix Nobel de la paix? Parce qu'elle n'est pas assez forte ni puissante politiquement pour tenir le Venezuela. Pas plus que M. Pahlavi n'est en situation de tenir l'Iran. Il lui faut donc un remplaçant. La vice-présidente, très aimablement, a joué ce rôle, puisque en fait c'est un régime mercenaire, ce n'est pas un régime bolivarien. En Iran, ils n'ont pas encore trouvé. Ça n'empêche pas l'idée de les bombarder parce qu'ils ont le trauma de 1979. Il a même dit aux manifestants, allez-y, emparez-vous des sommets du pouvoir. 3 semaines même. Oui, mais alors, c'est pas une forme de trahison du peuple de lui dire, révoltez-vous, nous arrivons, et de ne pas venir? Ce ne sont pas ses électeurs. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, disait Lord Palmerston, repris régulièrement par le général de Gaulle d'ailleurs. Non, la réalité, c'est qu'il lui faut un remplaçant. Il ne l'a pas encore. Alors, il peut bombarder l'Iran pour une raison essentielle, rendre enfin la pièce à l'opération de 1979, l'humiliation subie par les États-Unis lors de la prise d'assaut de leur ambassade et les otages qui sont restés 400 jours là-bas. Ça, c'est un vrai sujet pour les Américains et ils sont prêts, sur ce seul motif, à éradiquer le pouvoir iranien. Mais ça ne suffit pas. La pulsion de la vengeance... déjà, les bâtiments arrivent tout doucement. Vous savez qu'il y a 11 groupes aéronavals aux États-Unis, 5 seulement sont opérationnels. Il a fallu transiter l'USS Lincoln et une douzaine de bâtiments, de sous-marins, plus 500 avions pour reconstituer une force d'intervention sur le Golfe. Et ils arrivaient cette nuit, dans la nuit qui vient de se terminer aux États-Unis. Donc ça laisse la journée pour prendre des décisions éventuelles. Et puis il faut convaincre les Saoudiens, les Émiratis et les Israéliens que c'est une bonne idée, ce qui n'est pas leur point de vue. Oui, un mot sur les Kurdes. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une trahison des États-Unis et puis aussi, peut-être aussi de la France, des Kurdes qui avaient combattu Daesh et qui aujourd'hui se retrouvent totalement dépassés avec une fuite d'éventuels futurs terroristes? Personne n'a négocié avec le nouveau régime syrien les conditions dans lesquelles les Kurdes. Donc quand on reconnaît trop vite et qu'on se soulage d'eux, et qu'on explique que par ailleurs on n'en a rien à battre parce que le Kurdistan est un sujet insoluble, réparti en une demi-douzaine d'États, avec des forces par ailleurs indépendantistes, irrédentistes, qui parfois se battent entre elles, et surtout la volonté du grand parrain régional que nous sous-estimons toujours, l'Empire ottoman, que nous appelons gentiment la Turquie, comme si nous oublions ce qu'il était, sa puissance, sa volonté, son organisation, nous avons une situation qui est d'une absence de visibilité, de lisibilité politique. Les Américains sont très contents de se dégager de cet espace. Les Turcs sont très contents de liquider la seule puissance militaire kurde
véritable. La Syrie est très contente de récupérer des territoires qui, historiquement, depuis Sykes-Picot, lui appartiennent ou pensent qu'elles lui appartiennent. Hein. Je ne juge pas des volontés légitimes des peuples de retrouver leur espace naturel de vie. Et nous, nous ne voulons surtout pas récupérer les militants djihadistes français. Ils vont arriver. Vous dites, Alain Bauer, il y a une non, menace terroriste. On fait tout ce qu'il faut pour ne pas les avoir. Mais il y a une réelle... C'est des femmes et des enfants essentiellement. Oui, hommes il y a aussi des jeunes qui peuvent être demain. Qui sont devenus moins jeunes. Ça induit une menace dans le flux de migration. Qui n'est pas, on a plus de sortants que de rentrants actuellement, sortants de prison que de rentrants. On a des nouvelles générations d'arrivants qui sont totalement inconnus sur le passage au djihadisme. Il y a de très bonnes études qui ont été annoncées d'abord par la DGSE, par Nicolas Lerner et aussi par la DGSI. Le parquet national antiterroriste marque sa préoccupation. Il vient d'avoir une étude du Centre de recherche de la gendarmerie nationale marquant l'extraordinaire diversité des profils terroristes entre l'extrême droite, l'extrême gauche et le djihadisme maintenu et renouvelé. Donc oui, bien sûr, c'est un risque, mais nous n'avons pas décidé de manière cohérente de savoir ce qu'on faisait des familles dont des enfants sont nés là-bas, avec des gens qui avaient rejeté la nationalité française, qui n'ont même pas d'état civil, de savoir comment on les gère. Et c'est des batailles très compliquées pour les familles pour faire revenir leurs petits-enfants, parfois, faire revenir leurs enfants, des mères qui décident qu'elles sont toujours djihadistes et qu'elles n'ont rien à négocier, des enfants à qui on n'a rien demandé mais qui grandissent dans les camps. Et on ne peut pas dire que c'est la gestion la plus facile. Il n'y a jamais eu de réflexion cohérente du gouvernement français sur cette question. Donc c'est au coup par coup. Mais est-ce qu'il faudrait couper totalement l'immigration en France, comme l'a suggéré Gérald Darmanin, par exemple, le ministre de la Justice? Parce qu'au fond, est-ce que la France devrait fermer ses frontières? D'abord, elle ne peut pas le faire, même si elle avait envie. C'est une partie du problème de la France, parce que comme empire colonial, je rappelle qu'elle a essaimé un peu partout des gens qui peuvent très légitimement se présumer d'eux. Ensuite, nous avons un problème qui s'appelle démographie. Comme vous l'avez pu voir pour la première fois de notre histoire, nous avons plus de morts que d'enfants. Et donc, nous avons un problème de gestion de comment nous allons renouveler et payer les services sociaux, les retraites et les services publics, même si l'IA et les robots vont arriver, ça ne va pas se faire dans 3 minutes 12. Et enfin, nous n'avons pas de politique d'immigration entre l'immigration choisie, l'immigration contrôlée, l'immigration historique. Et vous le voyez d'ailleurs. C'est un projet, l'immigration avec des quotas. Oui. C'est encore. Ça fait Julien Drey en 1984. Et ça continue. 43 ans. Darmanin encore en parle. Ah non, mais ils en parlent beaucoup. Oui. Et ils ne le font pas. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de traiter aujourd'hui d'égal à égal entre le remords colonial d'un vieil empire qui a du mal à se régénérer, la réalité économico-démographique qui est là. Voilà, c'est pas le grand remplacement, même si Jean-Luc Mélenchon a repris le terme, c'est le grand effacement. D'ailleurs, ça vous étonne que Jean-Luc Mélenchon reprenne ce terme de grand remplacement? C'est le plus intelligent et le plus érudit de tous. C'est le premier qui a dit, oui, le grand remplacement, c'est le remplacement des générations. Une génération remplace l'autre. Tout ce qu'on dit ici de Trump n'est pas forcément juste ou vrai. C'est plus complexe que ça. Ça n'est pas l'incarnation du diable ou du mal. Trump, vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas dire ce qu'il pense. Au contraire, il vous le dit tout le temps. Vous ne pouvez pas lui reprocher d'être transparent. Il est même trop transparent. Vous ne pouvez pas lui reprocher d'avoir été élu sur son programme. Il l'applique avec détermination et brutalité. Je dirais même, Trump, c'est à la fois le pouvoir de mots et le choc des armes, pour rappeler un slogan d'un grand hebdomadaire il n'y a pas si longtemps. Mais le fond du Trump, c'est sa transparence totale, son absence totale d'hypocrisie, la brutalité, par exemple, je vous cite d'emballage. Alain Bauer, il dit à Springfield, il mange les chiens. On se souvient de cette phrase. Je suis l'élu. Bon, ça, c'est une autre phrase. Ça va passer, gardez juste votre calme. Ça, c'est peut-être quand c'est s'adresse aux femmes. Alors, évidemment, c'est gentil. Voilà, je reprends, évidemment. Et quand vous êtes une star, eh bien, elle vous laisse faire. Parlant des femmes, vous pouvez tout faire. Les attraper par la chatte, vous pouvez tout faire. Il a été poursuivi, même condamné au moins une fois, mais ça n'a aucun effet sur l'électorat américain. Ça n'a pas d'effet négatif, ça? C'est bien de s'indigner, il faut s'indigner d'ailleurs, mais il ne faut pas croire que ça suffit à quoi que ce soit, car dans la réalité, ça n'a aucun effet sur l'électorat Trump. Les deux morts, René Good et monsieur Alex, ça va me revenir, ça a un effet. Pourquoi ? Ce ne sont pas des immigrés clandestins, ce ne sont pas des criminels abattus alors qu'ils tentaient de s'enfuir, ce sont deux Américains blancs qui manifestaient en usant des droits de la Constitution et qui ont été abattus par une force de police nouvelle, mal formée, mal entraînée et extraordinairement brutale. Et ça, c'est un événement qui remue y compris une partie importante de la base républicaine et y compris une partie de la base libertarienne, parce que
l'extrême entraîne à une réaction des extrêmes sur le thème. Ah oui, mais là, c'est notre cœur de cible, c'est notre cœur d'action politique. Et donc là, ça n'est pas possible. Alors que les autres, tous ceux qui avaient été abattus en tentant de fuir, immigrés clandestins, etc., déportés ou je ne sais pas quoi, n'avaient provoqué quasiment aucune réaction dans la société américaine. Là, il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que la politique anti-immigration n'a pas été atteinte par ces événements, mais les méthodes de la police anti-immigration sont désormais contestées à l'intérieur même du mouvement MAGA. Oui, Alex Préti, un infirmier de 37 ans. Mais si je reprends des mots dans votre livre, parce que c'est incroyable, il a inventé un langage. Oui. Alors ça nous Hyperbolique. défrise. Évidemment, America First, on le sait, beautiful, big, complete, crazy, disaster. Ce sont des mots. Tout ce qui est mal est gigantesquement mal et tout ce qui est bien est immensément bien. Ce sont des mots qui reviennent sans arrêt. Tout le temps. On en a analysé 18 000, c'est vous dire, tweets de Trump. Texte, tweet, on a compulsé toutes les analyses de mes collègues et confrères américains en sémiologie. D'ailleurs, il y a une analyse dite sémiologique ou sémantique à la fin. Donc, d'abord, une histoire d'où vient Trump, sa rationalité politique, ce qu'il dit, les mots, et puis à la fin, une analyse sémantique et sémiologique, scientifique, pour dire mais tout ça a un sens, tout ça a une cohérence, tout ça a une rationalité. Ne vous laissez pas prendre à la provocation. La provocation est un art de la dissimulation et de la digression. Ça vous évite de penser aux choses essentielles, à la réalité de ce qu'est, de ce que veut et de ce qu'obtient, de ce que réussit Donald Trump. Oui, you're fired, vous êtes viré. Oui, bah ça c'était le slogan de The Apprentice. Ça c'est quand même là où il a compris la télé-réalité. Quand on bat quelqu'un, on le vire. C'est la première télé-réalité politique permanente, Donald Trump. Pays de merde. Oui, ça il le dit. Shithole. Hein, c'est un mot qui revient. Personne n'avait jamais vu ça auparavant. C'est-à-dire que sans arrêt, tout ce qu'il fait, il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, bien sûr. C'est toujours un début. Parce qu'il y a aussi une dimension égotique, au-delà du reste. Mais la dimension égotique ne masque pas la réalité rationnelle de l'objectif final qui est business first. Oui. Alors, un mot qui revient tout le temps, absolutely. Oui. Alors, c'est quoi le truc, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Parce qu'au fond, ça résume. Ça veut dire que je confirme il n'y a pas de doute. La réalité de la vérité, sans doute. Oui. J'affirme la vérité. Ma vérité est la vérité. Ma vérité, M majuscule, et la vérité, L majuscule. Oui. Ne conçoit pas le doute. Ne conçoit pas... Règle de Roy Cohn, page 19. Alors ça, en Europe, on ne l'a pas compris. Hein. Ben, on ne l'a même pas lu. 1980. Quand je sors le papier de 1987, on me regarde avec les... Il a acheté une page dans le New York Times. Oui, en 2000, il a publié un livre, The America We Deserve, il y a 25 ans, qui est son programme électoral de quand il sera président. Il l'applique de la page 1 à la dernière. Ce n'est pas un très gros livre, mais je sors ce livre et tout le monde me regarde en disant « Ah oui, ah bon ?» À la fin, je vais faire des cours le Trump a une existence, il n'est pas né en 2016. Il a essayé d'être président 4 fois. Oui. Il a commencé sa campagne en 1987. Ça fait 40 ans que Trump est sur le marché politique et ça fait 10 ans qu'on a compris qu'il existait. Donc nous avons 30 ans de retard à la comprenette. Ça veut dire, il va influencer l'élection présidentielle en France ? Déconnexion avec le peuple, langage technocratique, manque de vision claire et perte de crédibilité. Trump incarne une politique du conflit permanent, du rapport de force, qui parle directement aux colères populaires. Et cette méthode, qu'on l'approuve ou non, inspire ou influence certains mouvements en Europe, y compris en France. Quand Bauer parle de explosion, il ne s'agit pas d'une attaque directe, mais d'un effet domino idéologique. Les partis traditionnels français, déjà fragilisés, peuvent se retrouver dépassés par des figures politiques qui empruntent les codes trumpistes. Discours simplifié, dénonciation des élites, promesses radicales, communication choc. Trump devient alors un accélérateur de crise pour un système politique français déjà sous tension. En résumé, Alain Bauer ne dit pas que Trump va gouverner la France, mais qu'il menace l'équilibre fragile de sa classe politique. Par son style, sa stratégie et son rapport au pouvoir, Trump impose une nouvelle façon de faire de la politique, qui met en difficulté les modèles traditionnels français. Cette analyse pose une vraie question. La classe politique française est-elle capable de se réinventer ou va-t-elle continuer à subir cette vague de rupture venue d'ailleurs ? Qu'on apprécie ou qu'on rejette Trump, son impact dépasse largement les frontières américaines et c'est précisément ce que Bauer nous invite à comprendre.